Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Fleur Copin, artiste pluridisciplinaire, chanteuse, comédienne, danseuse. Fleur découvre la danse classique dès l'enfance grâce à sa grand-mère, ancienne danseuse étoile du Bolchoï. Mais à l'adolescence, les transformations de son corps remettent en question son rêve d'intégrer l'opéra. Loin de renoncer, elle prend un virage audacieux et plonge dans l'univers du cabaret à Paris. C'est le début d'une nouvelle aventure qui l'amènera jusqu'à Macao, puis au célèbre Crazy Horse, où elle évoluera pendant 5 ans, incarnant des tableaux emblématiques comme Laser, Rougir ou Miroir. Après avoir quitté la scène, Fleur ne perd rien de son envie de création, elle réinvente sa voix, au sens propre comme au sens figuré, et se lance dans la musique. Elle écrit, compose, interprète. Son premier EP Pilote est une déclaration d'indépendance artistique. Dans cet épisode, Fleur nous partagera son parcours de résilience, de transformation et d'affirmation. On y parlera de corps, de regard, de choix, de féminité, de maternité et de liberté. Un épisode où l'on explorera le jardin de Fleur, cultivé selon ses propres règles. Salut Fleur! Salut Maïwenn, waouh, ça c'est une intro, ok. Heureuse que ça te plaise. On vient cultiver le jardin de Fleur. Waouh. J'ai fait des métaphores et tout. Je t'ai choisi. Bravo. Merci. Je suis impressionnée, bravo. Bienvenue dans le podcast. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Écoute, petite question habituelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous raconter comment tu as découvert la danse? Je l'ai un peu introduit dans la présentation, mais si tu peux détailler tout ça, je pense que ça nous intéresserait. Mais avec plaisir. Bah écoute, comme tu l'as dit, c'est via ma grand-mère, qui elle était danseuse au Bolchoï. Et en réalité, c'est aussi ce truc de, bon, faut choisir une activité, le cheval, la danse, l'escrime, que sais-je. Donc ça a été la danse pour moi. Et ça a été un coup de foudre et beaucoup de bons souvenirs. Voilà. Et escrime, cheval, t'en as fait aussi? Non, cheval, oui. Mais fallait choisir parce que ma sœur aussi faisait du cheval et du coup, fallait choisir. Voilà. Donc j'ai choisi la danse et je pense que j'ai bien fait. Et justement, en choisissant la danse, il y a un moment où tu t'es dit je veux en faire mon métier. Parce que tu sais, souvent, quand on est petit, on se dit je veux faire ci, je veux faire ça, mais on n'a pas réellement conscience de ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu avais conscience, peut-être plus jeune, que tu voulais être danseuse ou pas? Alors, pour être vraiment honnête, oui. Je voulais être danseuse professionnelle, je voulais être danseuse. C'était mon goal ultime, sans vraiment le conscientiser jusqu'au, je pense, fin collège, début lycée. Mais c'est que pour moi, j'avais pas d'autre option. J'avais pas d'autres rêves, j'avais pas d'autre envie. Je connaissais... C'est terrible à dire, mais je connaissais rien d'autre à part ça, en fait. Je voyais pas... la pharmacienne, non. La postière, non. Enfin, tu vois, je voyais pas autre chose comme envie, en fait. Donc, c'était une nécessité, ouais. Et t'as intégré le conservatoire à quel âge, du coup? Toute petite, je suis rentrée... en fait, en réalité, j'étais pas en France. Donc, quand je suis rentrée en France en CE2, donc 7-8 ans, quelque chose dans ce goût-là, je suis rentrée au conservatoire d'Angers tout de suite. En classe horaire aménagée danse? Ouais, en classique. Et je l'ai pas lâché jusqu'à la fin de ma scolarité, donc jusqu'au bac. Et quel souvenir tu gardes de ces premières années au conservatoire? Bah très cool parce que à l'époque, enfin en tout cas les premières années, je dirais jusqu'à la mi-collège, début lycée, c'était chouette parce que c'était encore léger, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime m'amuser principalement, donc tant qu'on me met aucune pression ou aucune, on va dire, contrainte ou obligation, c'est fun. Donc c'était fun. Et puis en plus j'avais des copines, enfin il y avait un truc un peu, on était un petit groupe, enfin j'ai vraiment des bons souvenirs, je les vois toujours, enfin ceux du collège, donc Léo Mindron, Victoria Goupy, enfin c'est toujours mes copines, même Léo continue à danser, mais Vicky plus du tout, mais c'est toujours mes amis, tu vois, je les vois toujours. Trop bien. Ouais.
Et comment ton passage par le conservatoire, il a influencé ta discipline et ton rapport au travail ? Je crois que j'avais entendu dans une interview que tu as dû changer de conservatoire. Ouais, parce que du coup, la discipline, tu l'as dit, c'est pas vraiment mon fort. C'était pas, ça l'est toujours pas. Enfin, en fait, la discipline, c'est plutôt le rapport de l'autorité, mon problème. Plus que la discipline ou la rigueur. Comme je disais, j'aime beaucoup m'amuser. Et je prends un peu ce truc comme un jeu depuis le début, ma carrière, mais pas d'un côté négatif, en fait. Je le prends comme un jeu parce qu'un jeu, c'est censé t'emmener loin. T'as envie de gagner le jeu, mais t'as quand même envie de jouer. Et là, en fait, il y a eu à Angers particulièrement, au conservatoire, il y a un truc qui s'est mis en place qui ne ressemblait plus du tout à un jeu. Une espèce d'autorité, je dis maintenant avec mon regard d'adulte, malsaine, qui s'est mis en place. Et j'ai changé de lycée, j'ai changé de conservatoire. Je suis partie à Tours, pas très loin, mais j'avais besoin de partir de cet endroit. Et en arrivant à Tours, j'ai découvert un autre monde, en fait. J'ai découvert un autre milieu, une autre façon de voir la danse, une autre façon de jouer. Au même jeu, mais avec juste des règles différentes qui, pour moi, étaient bien plus saines et bien plus constructives. Et adaptées à tes valeurs aussi. Adaptées à mes valeurs. Alors qu'à l'époque, je te parle de ça, j'ai été conçue dans un moule de danseuse avec des stéréotypes bien précis où j'ai 15, 16 ans, 17 max. Enfin, tu vois, j'ai pas de cerveau encore construit sur ce que vraiment je veux dans la vie, mes valeurs, mes trucs. Je suis encore en construction d'une jeune femme, tu vois. Mais déjà à ce moment-là, et c'est marrant parce que maintenant, avec du recul, je vois bien où est-ce qu'on veut en venir. Je voyais déjà que ça ne m'allait pas. En fait, ce truc de body shaming qu'on n'appelait jamais comme ça à l'époque parce qu'on parle des années 2010, 5, 15, ouais, enfin tu vois l'horreur. Ouais. On parlait pas du tout de body shaming, on parlait pas du tout de ça, mais là maintenant avec du recul, je vois que c'était ça, tu vois, ce truc de corps, de rapport au corps malsain, de sujets. Enfin, on parle de la taille des genoux de certaines meufs, c'est surréaliste. Enfin, j'imagine il y a des choses qu'on peut pas changer anatomiquement parlant. Non, mais la taille d'un genou, la taille d'une rotule, pardon. Oui. Enfin, concentrons-nous 5 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Je vais me péter la rotule pour qu'elle se reprenne une petite forme normale d'une jolie petite rotule. Enfin, je ne sais pas. Donc, j'ai assisté beaucoup à ça. Et en ce qui me concerne, j'ai assisté aussi à mes changements physiques de jeune. Adolescente. Même presque d'adolescente à femme. Et c'est le jeu, quoi. Enfin, je parle pas du tout de ma poitrine, mais je peux parler de mes hanches. Oui, en fait, j'ai des hanches qui ont poussé, une paire de fesses qui est arrivée. Qu'est-ce donc ? Sans déconner. Sans deck, en fait. Et ça, c'est un souvenir, du coup, un peu gâché, parce que c'est censé être beau, l'évolution d'un corps, c'est censé être charmé. Et ça a été un souvenir gâché par des mauvais mots, en fait. Ouais, et du coup, suite à ça, quel rapport t'as entretenu avec ton corps ? À ce moment-là, et un peu plus tard dans ta construction, tu vois, en tant que femme aussi. Alors, par chance, et je ne sais pas pourquoi, je pense que ça vient aussi de mes parents, de mon entourage, et je les remercie, j'ai été protégée, je suis pas tombée dans des dérives difficiles de troubles alimentaires, ou je suis pas tombée là-dedans. Par contre, je suis tombée dans se regarder en permanence, tu vois. Je vais préciser pour les personnes qui écoutent et qui sont pas danseurs, c'est vrai qu'on a un rapport au corps qui est particulier, je dirais, parce que c'est vrai qu'on est tous les jours devant un miroir, et c'est pas... c'est Coraline qui disait ça dans un des épisodes de podcast, qui elle a fait l'Opéra de Paris, et qui dit, mais c'est pas normal à 8-9 ans d'être H24 devant un miroir, à regarder ton corps, à regarder... et en même temps, en te faisant comprendre que c'est pas normal que ton corps évolue dans ce sens, alors que si, ça l'est. Complètement logique. Et c'est complètement logique que le corps évolue, surtout le corps de la femme. Puis il y a des choses qu'on peut pas contrôler, même au niveau hormonal. En fait, c'est comme ça. Ça fait partie du développement physique. Et juger une personne... En fait, c'est horrible parce que je rejoins Coraline aussi, mais tu passes de 10h à 18h45, 19h, devant un miroir en train de te regarder. Je mets au défi quiconque de passer ne serait-ce qu'un quart d'heure à se regarder les yeux dans un miroir. C'est intéressant, faites-le, parce que c'est intéressant. En réalité, il y a une espèce d'introspection, tu te regardes, ton visage il commence à bouger dans tous les sens, à devenir difforme, mais comme quand tu regardes un selfie beaucoup trop longtemps, tu t'es complètement... c'est un peu la même chose, mais tu passes par cette phase-là au moment...
En fait, tu vas être jugé sur ton physique, sur ton apparence, au moment où toi, tu ne sais pas ce que t'es, tu ne sais pas ce que t'aimes. On rappelle qu'on est à la sortie de l'adolescence. C'est dissonant, ça peut pas fonctionner. Et puis il y a le rapport à soi, son rapport face au miroir, mais il y a aussi les autres qui sont autour. Complètement. T'es pas tout La seul, comparaison. En cours de danse, on n'est pas tout seul. Et je pense que la comparaison, elle vient pas de nous, tu vois, elle vient du regard que les autres portent sur nous. Et donc, du coup, ça nous amène à ça. Bah, on est humain, hein, même si tu veux pas te comparer. C'est presque obligatoire, on est ensemble 90% du temps, et puis comme on le sait, le corps, mais même chez l'homme, hein, un corps change différemment à différentes vitesses, et tu parlais des hormones, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et t'es obligé de te comparer, et en fait après ça te suit, si tu soignes pas ça, ça te suit jusqu'au bout. Ouais, puis ça peut créer, comme tu disais tout à l'heure, des déséquilibres. Insécurité, déséquilibre. Ouais. Au niveau de l'alimentaire et même mentaux, tu vois, de la dysmorphie, beaucoup. Complètement. Je reviendrai après un petit peu sur le corps, parce que je ferai un parallèle du coup avec la maternité et tout, on y viendra. Mais je reviens un peu sur ton parcours. Du coup, t'es allée aussi à l'INM après, l'Institut National des Arts du Musical au Mans. Ouais. Puis ensuite, très rapidement, t'es arrivée à Paris. Donc, t'as eu... une carrière plutôt variée, éclectique, comédie musicale, show, t'as été à Macao avec Dragon, des clips, le Crazy Horse, etc. Est-ce que tous ces jobs, qui étaient quand même très variés en termes de domaine et de style de danse aussi peut-être, est-ce que tu les envisageais comme des mondes différents ou complémentaires ? Non, je les envisageais pas comme des mondes différents. À l'INM, on m'a ouvert les yeux sur ce qui pouvait se faire autre que la danse classique, donc j'ai découvert tout le reste, la musique, la danse, tout ce qui pouvait être autour aussi du musical, etc. Donc je me suis dit ok, mais le musical c'est tellement vaste. Ouais. Je parle du musical, c'est un terme un peu, ça me fait toujours un peu rire ce terme, mais bon, le cabaret ou le musical, peu importe, appelle-le comme tu veux, mais c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire, que ce soit danseuse, chanteuse, comédienne, danseuse, où en fait tu dis bon bah c'est la même chose, allons-y. Maintenant, il y a plein de petites branches différentes à attraper, mais ça fait partie du même jeu, ouais. Et justement, en revenant sur le classique, tu disais dans une interview que j'ai écoutée aussi de Okan Studio. Avec le recul de l'expérience, j'ai été déçue qu'on ne m'ait pas dit qu'il n'y avait pas que la danse classique dans la vie. Et qu'est-ce que tu aimerais justement dire à ton tour aux futurs danseurs ou artistes qui écoutent et qui pensent qu'il n'y a qu'une direction ? Que c'est tellement faux. En fait, c'est tellement une idée stupide. J'espère qu'elle a évolué, parce que maintenant, malheureusement, je suis plus dans les écoles, donc je ne sais pas ce qui se dit, qu'est-ce que les professeurs disent aux élèves, mais en fait, c'est tellement vaste, et d'une déception peut naître un truc tellement gigantesque derrière, que s'accrocher comme une moule à son rocher, à une idée il y a que la danse classique, parce qu'en fait je suis faite pour ça, parce que j'en fais depuis que j'ai 2 ans, parce que en fait on m'a dit 2 fois que j'avais un super coup de pied ou des super jambes, bah du coup je devrais faire que ça. C'est une erreur. En fait, le monde est tellement vaste, le monde de l'art est tellement vaste. Aujourd'hui, on crée encore des jobs autour de l'artistique qui sont fabuleux, autour du mouvement, autour de la danse. Ouais, il faut pas s'accrocher. En fait, il faut pas s'accrocher. Négativement, dans le sens où si t'arrives au bout de quelque chose et que tu sens qu'il n'y aura pas de porte qui s'ouvrira pour toi dans une direction, il y a 50 autres portes en face et 38 fenêtres et 50 ponts. Clairement, ça détermine pas la fin de ta carrière pas artistique. Pas du tout. Faut chercher. Mais ça marche pour la danse, mais ça marche pour le foot, ça marche pour tout en fait. T'es pas footballeur professionnel, bah tu seras peut-être coach, tu seras peut-être kiné, tu seras peut-être, je sais pas, designer de foot, de maillot, enfin que sais-je. En fait, il y a 50 voies. Photographe de foot, organisateur de que sais-je. Il y a 50 000 voies et c'est trop bien. Je pense que c'est aussi important du coup d'être curieux, tu vois, et de se dire qu'il n'y a pas que ça et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Oui. Mais ça vient, pardon, je te coupe, mais ça vient vraiment de l'éducation qu'on donne aux enfants. Et ça vient vraiment du mindset qu'on va transmettre. Et vraiment, sincèrement, j'espère que ça a évolué. Je pense aussi que, alors oui, il y a l'éducation, mais il y a aussi à soi, à l'âge adulte, peut-être d'aller casser des barrières, des injonctions et de
d'ouvrir un peu les œillères et de se dire qu'en fait, non, il n'y a pas, comme on dit, un chemin, mais qu'il y en a 50 000. Et je suis sûre qu'il y a des chemins qui n'existent pas encore et qu'on est en train de créer. Mais créons, je vois les styles sûr. de danse qui apparaissent, c'est trop bien. Avant-hier, ça n'existait pas, tout ça, hein, tu vois, c'est ça qui est charmé. C'est pour ça que je dis que c'est illimité. Enfin, l'art est illimité de toute façon. Complètement. Quel qu'il soit. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être sur scène, toi ? Moi, j'aime ce qui brille. J'aime ce qui brille, et au sens vraiment large. J'aime les lumières, ça brille. J'aime les costumes parce qu'ils brillent. J'aime les filles qui dansent, les hommes qui dansent parce qu'ils brillent. Et être sur scène, je faisais partie de cette brillance. Et j'aime briller, j'aime faire briller ce qui m'entoure. Et du coup, j'avais l'impression de faire briller juste un moment, 2 minutes, 3 minutes de choré, que peu importe, mais ça brillait. Et c'est ça que je ressentais sur scène. Et au Crazy Horse, qu'est-ce qu'a représenté cette scène pour toi ? Bah, c'est ma dernière scène déjà, ma dernière scène officielle en tant que danseuse, et j'ai découvert une autre facette de ma féminité, une autre facette des femmes en règle générale, de la sensualité, du pouvoir du corps, du pouvoir de l'interprétation, du pouvoir de l'interprétation. C'est un autre niveau en fait. Je pensais interpréter sur mes autres jobs précédents, mais là au Crazy il y a vraiment un level d'interprétation que j'ai découvert, que j'ai aimé, qui est un vrai rôle en fait, parce que t'as ton personnage, t'as ton nom de scène en fait qui te détermine entre guillemets pour ta carrière de danseuse au Crazy, et du coup t'as un personnage qui va avec, et donc un caractère, et donc une forme d'interprétation qui en découle, c'est charmé. Comment ils déterminent vos noms au Crazy Horse ? Pendant un mois avant de rentrer sur scène, donc avant ta première, t'es en répète pendant un mois intense, et ils cherchent un peu ta personnalité, ils voient un peu ce que ça donne, ok. Bon, après, ils sont pas allés chercher bien loin chez moi, hein. J'avais des revolvers tatoués dans le cou, donc revolver, c'est super. Et Kika, parce que c'était un film de Pedro Almodovar, et il y a Victoria Abril à l'intérieur, qui est un personnage complètement déjanté, avec des mitraillettes, qui a des costumes absolument invraisemblables, et qui tire sur tout ce qui bouge en rigolant, enfin, elle est un peu frappée. Du coup, bah, visiblement, ça a parlé un peu à ma DA à ce moment-là, à ma directrice artistique, donc voilà. Ok. Et c'est intéressant aussi, je trouve, parce que quand tu rencontres tes collègues avec leur nom de scène, ça donne aussi, je trouve, envie d'aller plus apprendre à les connaître. Complètement. Bah, tu veux savoir pourquoi elle s'appelle, je sais pas, Mikado, ou pourquoi elle s'appelle Pixel Canon, genre tu te dis, mais pourquoi ils ont vu quelque chose que j'ai pas encore capté, et c'est cool. Ça crée du lien plus rapidement ? Non, ce qui crée du lien rapidement, c'est quand on est toutes nues dans la même pièce pendant des heures. Donc là, ça crée forcément un peu du lien, on va pas se mentir. Directement, ça rapproche. Ouais, voilà, ça casse les frontières. Ça casse tout. Tous les murs qu'il y a. Tout est balayé. Tu vois, on est sœurs finalement, d'un coup d'un seul. Non, c'est vrai que non, ça crée pas de lien, mais on se sent appartenir à la même chose. Et quel rapport t'avais à la nudité avant le Crazy ? Chill, ouais. Chill, parce que on est quand même danseuse, donc on n'a jamais eu notre petite loge privée pour se déshabiller, pour se changer, etc. Donc j'ai par la force des choses très peu de pudeur. Enfin, moi personnellement, donc j'ai sûrement mis des gens très mal à l'aise, ça par contre j'en suis désolée. mais du coup là au Crazy, j'ai développé une autre forme de pudeur, parce que je refusais après le Crazy de me mettre nue ou presque nue si j'avais pas des bonnes lumières, si j'avais pas la bonne scène, si j'avais pas le bon costume, parce qu'en fait j'ai fait la différence entre nudité et nudité sur scène en l'occurrence, et j'ai dit pas du tout en fait. Moi si je me mets un petit peu toute nue, dénudée, c'est que je veux vraiment être très très jolie, donc vous allez me mettre des conditions pour me respecter en fait, et respecter ma nudité, respecter mon corps, voilà. Donc c'est ça que ça m'a appris. C'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, pour les personnes qui écoutent, encore une fois, qui sont pas artistes, on a tendance à oublier l'importance de la lumière sur scène. Ça vient designer un espace scénique, ça vient te mettre en valeur les danseurs, les artistes, et c'est tellement important, et encore plus quand il y a de la... Selon où est placée la lumière, ça va venir mettre en avant telle courbe de ton corps. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, mais tu l'observes dans n'importe quelle... condition. Tout le monde regarde la télé, ou tout le monde regarde des séries,
et tout le monde va se dire ouais, j'adore cette série parce que c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien tourné. Bah tu l'adores, tu trouves que c'est beau parce qu'en fait le chef opérateur, donc c'est la personne qui va diriger la lumière, le cadre, etc. Il va être trop fort, tu vas adorer ce qu'il fait, mais c'est que de la lumière, c'est que un cadre, c'est que du détail. Bah le Crazy c'est la même chose, et quand tu regardes un vieux téléfilm un peu tourné vite fait, comme ça, va vite, sans trop de budget, bah tu vas être moins sensible parce que le cadre, la lumière, tout ça, ça fera pas ce que t'aimes, l'esthétisme que t'aimes. Et puis vous, au Crazy, en plus, comme vous étiez nus, quasiment nus, ou avec des accessoires, la lumière remplace un peu le costume, quelque part. La lumière est 98% du costume. Ouais. Et c'est pour ça que c'était vraiment, vraiment primordial au Crazy de bosser la lumière, de bosser les projections, etc. pour avoir vraiment un... Bah, tu veux te sentir en sécurité sur scène, tu vois. Bien sûr. Quand tu danses, tout à l'heure, tu me disais que ce qui te plaisait le plus dans le fait d'être sur scène, c'est de briller. Mais quand tu danses, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Est-ce que c'est la technique, l'émotion, la connexion avec le public, les trois en même temps ou autre chose ? En fait, moi, je n'aime pas regarder la technique sur scène. Ça m'intéresse pas de regarder ça m'intéresse pas de regarder une technicienne sur scène. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la technicienne va faire de sa danse. Donc j'aime l'émotion et j'aime l'interprétation. Pour moi, une bonne interprétation et une bonne émotion balayent la technique, mais 20 fois. Donc non, la technique, c'est pas quelque chose qui m'a, au détriment de beaucoup de mes chorégraphes, quelque chose qui m'a beaucoup qui m'intéresse. Vraiment, c'est pas mon truc, quoi. C'est toujours impressionnant de voir une meuf faire 32 fouettés ou 50 que sais-je, mais si tu me donnes rien, je vais à la gym et je regarde une meuf faire exactement comme toi, tu vois, ça me branche pas trop. Du coup, toi, quand tu disais tout à l'heure que t'aimais briller sur scène, c'est aussi ce que tu recherches, donc quand toi t'interprètes ou quand tu vois d'autres personnes interpréter, c'est l'histoire qu'elles vont raconter, c'est la mise à nu, entre guillemets, émotionnelle. Oui. Okay. Moi, je veux une histoire. Enfin, ça m'intéresse pas de regarder, comme je te dis, ça m'intéresse pas de regarder des steps collés les uns derrière les autres, des pas de danse collés. Ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment que tu me racontes une histoire avec zéro technique, presque. Et j'en ai vu des filles, je les ai vues, quoi. Je les ai vues, des filles qui n'ont pas mis un seul pied dans un cours de danse de leur vie, qui étaient mannequins ou qui... peu importe. Je les ai vues danser, mais elles étaient tellement habitées qu'en fait... Alors avec mes yeux, oui, je voyais peut-être un genou pas tendu ou un pied pas tendu, mais en fait c'était tellement habité et tellement fort que... Ça surprend ça me va, je l'achète 50 fois. Il y a un style, toi, dans lequel tu te sens chez toi, ou dans lequel t'aimes naviguer, ou t'aimes naviguer dans plusieurs univers, tu vois, avec tout ce que t'as fait dans ton parcours, dans ta carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a nourri plus qu'autre chose ? Pas vraiment. Je me suis plus nourrie dans des chorés où on me demandait de raconter un truc, ça c'est certain. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça c'est certain que quand tu me demandes de raconter une histoire ou de faire quelque chose, je me sens plus à ma place ou je me sens plus à l'aise. Mais il n'y a pas de style... C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment de style où je me dis je veux faire que ça. Moi j'aime quand c'est... libre et libre dans tout, tu vois, qu'il y a une espèce de légèreté, de fluidité, mais pas vraiment de style, non. Du coup, c'est un peu comme ça que tu décris ta signature artistique et ce qui te rend unique sur scène et maintenant aussi dans la transmission, ce que tu nous offres, que tu transmets aussi, des workshops, stages. Ouais, des ateliers. Mais vraiment, j'insiste parce que ça fait toujours peur. La danse, ça fait flipper, c'est quelque chose qui est difficile. On se dit toujours qu'il y a des années et des années, des heures de travail et d'entraînement. Certes, oui, on est tous presque passés par là, mais l'histoire que tu veux raconter, elle est d'autant plus costaud parce que elle va faire que je vais avoir envie de te regarder ou que les gens vont avoir envie de te regarder. Pour moi, en tout cas. Il y a des artistes, des danseurs ou autre chose, je sais pas, l'architecture, la nature, des choses qui t'inspirent? Alors, moi j'écoute beaucoup de musique. Et c'est pas tant les chanteuses qui vont m'inspirer, mais c'est plutôt les paroles ou ce qu'elles disent, ce qu'elles essayent de... Enfin, ce qu'elles racontent, parce qu'elles racontent. La musique m'inspire beaucoup. Les films,
Je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, m'inspire aussi beaucoup, mais c'est pareil, c'est pas forcément la série en elle-même, genre ça peut être une énorme bouse, mais si par exemple, je sais pas, on parlait de l'esthétisme, de la lumière, etc., me fait kiffer, je peux kiffer le film, alors que c'est vraiment naze, c'est un navet, mais c'est pas grave. Si j'aime l'univers, la couleur, l'image, ça m'inspire, ouais. Oui, ça peut t'inspirer pour tes futurs clips, ouais. ou la DA, complètement. Ou autre chose. Ouais. Et parfois, ça va être des petites brides, genre juste une coiffure, en fait. Une coiffure d'une actrice ou d'une chanteuse qui vont me faire kiffer. Un make-up, un truc. Enfin, je suis pas attachée à certaines choses, je suis vraiment attachée à des petits détails de certaines choses. Tu vois. Je viens un peu sur les réseaux sociaux, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait en off de s'il y avait du travail ou pas en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que je trouvais que les réseaux, maintenant, aujourd'hui, c'était aussi un peu un CV, un moyen de se montrer. Selon toi, est-ce que les réseaux sociaux, ils ont changé les règles du jeu pour les danseurs ? Ouais. Alors, les danseurs ont changé les règles du jeu tout seuls, pour moi. Tu vois, je sais pas, ça fait 15 ans que je travaille à Paris. Ouais, presque 15 ans que je travaille à Paris. Tu t'es mis une autoclaque. Ouais, je me suis mis une autoclaque, genre la personne est âgée. Et en fait, en 15 ans, j'ai vu quand même une sacrée grosse évolution. Positive et négative, à mon sens, mais alors ça n'engage vraiment que moi, attention. Positive et négative. Et il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux très fort. Ça, c'est clair, mais ça, c'est dans tous les milieux, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est pareil, c'est positif et négatif, mais que ce soit dans le milieu de la danse, ou dans la musique, ou dans le cinéma, il y a eu un game changer au niveau de ça. Mais les danseurs avaient déjà changé les règles du jeu tout seuls, parce qu'il y a eu un problème de travail, et qui dit problème, beaucoup plus de demandes que d'offres, ou vice-versa. Donc du coup, les prix ont baissé, les choses ont baissé, du coup, la valeur du danseur, je trouve, a baissé, et moi, ça m'a brisé le cœur, parce que qu'est-ce qui est le plus important qu'un danseur, en fait, sur n'importe quel show que tu vas regarder? S'il y a des danseurs, tu vas kiffer. Tu vas te dire, waouh, ils sont incroyables, ouais, ils dansent trop bien. Il y a eu un problème de valorisation du danseur. C'est né de ça, pour moi, le début du problème. Et il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés en couche supplémentaire, où c'était plus intéressant pour bosser, surtout avec des marques ou des choses comme ça, où on va faire d'une pierre deux coups, on va prendre un danseur avec une communauté, qui va pouvoir communiquer sur notre produit. On va prendre plutôt ce danseur-là parce qu'en fait, on sait déjà qu'il a fait tout ça et c'est sur ses réseaux, et du coup c'est plus facile que d'organiser un casting pour donner sa chance à tout le monde. Il y a eu un petit game qui a changé, qui est pas forcément évident parce que le train va vite. Donc c'est vrai que si tu montes pas dedans, tu te sens un peu à la ramasse, c'est un peu pénible. Ouais. Parce qu'il y a plein de danseurs qui sont tellement chauds, tellement forts, qui bossent pas beaucoup, mais qui bossent pas parce que ils ont pas la bonne connexion avec le bon gars ou la bonne personne, ou les réseaux. Sur les réseaux. C'est vrai, hein. Et pourtant pareil, j'en avais parlé avec qui, je crois que c'était Lauriane, qui disait mais en fait c'est pas parce que y a une course un peu à prouver que t'es un bon danseur. Et c'est pas parce que tu travailles pas, je crois que c'était William aussi qui disait ça, c'est pas parce que tu travailles pas que t'es pas un bon danseur. Rien à voir. C'est pas parce que tu travailles que t'es un excellent danseur aussi. Mais rien à voir. Tu sais quoi, je vais te raconter un moment très gênant de ma vie, mais qui reflète un peu la réalité. Moi, je suis tout à fait ok avec ça. Je suis partie à l'époque, donc ça doit faire ça fait 10 ans, je pense, vraiment, sincèrement, je devais avoir 24-25 ans. Allez, deuxième claque. Ça fait pas 10 ans parce que j'ai 32 ans, d'accord, c'est bon. Donc ça fait moins, je devais avoir 25 ans. Ouais, 25-26 ans. Pour arrondir un peu les sons. Voilà. Et en fait, je prends un cours d'un ami qui donnait dans un studio parisien très connu que je ne citerai pas, qui donnait un cours et il m'invite et on a un petit groupe de copains à y aller et moi j'y vais très légère, quoi. Déjà ça me saoule de prendre un cours, mais c'est mon pote donc je le prends. Mais j'y vais très légère, je suis carrément en jean pour vous dire. Je suis même pas en jogging, j'ai fait 0 effort. Donc je suis en jean, mais je prends sa choré et tout, c'est gaulerie, je m'amuse. Et à la fin, il y a des groupes qui passent un par un. Donc je passe dans mon groupe. Puis alors je connais la choré, mais comme rien. Donc je la connais je suis en mode... Mais bon, je la joue en fait, je me marre et... Et puis c'est un cours, faut pas oublier qu'un cours... C'est un cours en fait, a priori je te dois rien ma belle, donc je fais ce que je veux. Mais bon, je finis ma choré et tout, on se marre, c'est cool. Et là, il y a une fille qui prenait le cours, qui dit à haute voix,
parce qu'on était 4 bolos, c'est vrai, on connaissait pas la Corée, qui dit à haute voix, c'est ça qui bosse à Paris, ok. Et là, du coup, je me dis, c'est vrai, c'est pas juste, parce que je me retourne vers elle, je la vois, elle est en transpi, elle est à fond, son t-shirt il est trempé, parce qu'elle a d'être ça, je suis sûre que la Corée, elle la connaît par cœur, et elle est très forte. Mais du coup, je la regarde, et je me dis, mais ça va pas à la tête, en fait. Bah déjà, quand t'entends une personne dire ça, t'as pas forcément envie de bosser avec elle. Mais ma belle, jamais je veux bosser avec toi, tu es un odieux personnage, en fait. Et en fait, elle le dit très haut, et je sens que ça lui fait du mal, en fait. En fait, de nous voir rigoler à un cours, je sens que ça lui fait du mal. Et je me dis, et c'est là où je sais que ça la touche, elle. Parce qu'elle bosse pas, ou parce qu'elle bosse pas suffisamment, ou parce qu'elle fait pas ce qu'elle aimerait faire. Et que t'as moi en face, qui effectivement vient en dilettante prendre un cours de danse une fois tous les 6 mois, qui est loin d'être la meilleure technicienne de France et de Navarre, ça c'est certain aussi. Donc c'est vexant. Et je comprends que ce soit vexant. Mais bon. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, et puis surtout que les problèmes d'ego des autres n'ont rien à voir avec ce que... Bah ça appartient à l'extérieur. Ça ne t'appartient pas à toi. C'est fou. Mais... puis ça t'a marqué, c'est que quand même, oui, ça devait être un peu... Bah hyper violent, t'imagines, t'es au milieu d'un studio, genre il y a un blanc et il y a la Pinko qui dit ça, t'es là, ok. Mais en même temps, je vais pas épiloguer avec elle, j'allais pas épiloguer avec elle pendant 30 ans, mais en même temps, moi, à l'inverse, j'ai énormément bossé sur mon relationnel, sur mes clics, sur les gens que je rencontre, sur tout ce qui fait aussi une carrière, en fait. Exactement, il n'y a pas que la danse. Il n'y a pas que la danse, et c'est ingrat, mais en fait, dans n'importe quelle carrière, il n'y a pas que la danse. Quand tu travailles dans un bureau, dans un open space, bah, t'es obligé d'être toujours un peu agréable avec ce qui se passe autour de toi, parce que tu n'es pas seul, c'est pas comme ça la vie. Donc moi, j'ai énormément bossé sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc mon relationnel, mes échanges, mes rencontres, les jobs que je choisis aussi, je choisissais pas tout, et je me battais pour ne pas dire oui à tout. Sur mon image, sur qui je suis aussi en tant que personne, quand je me présente, sur mon énergie, sur toujours faire en sorte que personne ne dise ouah, casse la tête celle-là. Tu vois, c'était ma phobie que quelqu'un dise non mais on n'aime pas travailler avec Flore parce qu'en fait elle est pas sympa. C'était impossible pour moi. Ça peut-être arrivé hein, et j'ai peut-être eu des loupés, mais je pense pas que ce soit arrivé énormément, et je suis d'aplomb pour le dire. Ouais. Si c'est arrivé, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je m'excuse d'avance. Mais je pense pas. Je pense que j'ai essayé au maximum dans ma vie professionnelle d'être le plus agréable et le plus disponible pour tout le monde aussi autour de moi. Je pense que quand on dure dans ce métier-là, c'est qu'il y a autre chose que la danse aussi, tu vois. 100%. Tu peux être la personne la plus talentueuse, si humainement t'es une merde. Je suis désolée pour mon vocabulaire, mais ça marchera pas éternellement. Vérité, hein. Et tu vois, on parle aussi beaucoup de réseautage, mais c'est important de réseauter parce que, alors, moi, de manière... humaine, hein, pas de manière hypocrite, tu vois. Il y a le réseautage hypocrite. Le truc, c'est que ça se sent, et je pense que sur du long terme, ça marche pas, tu vois. Tu sais, je pense pas qu'il y ait du réseautage. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense... En fait, selon l'énergie que t'as, qu'on a personne tu peux pas forcer. Ça, voilà, je suis d'accord avec toi. Ça. Tu peux pas forcer. Tu sens que la personne, elle est genre fermée à toi et fermée à ce que tu proposes. Tu vas pas non plus te fatiguer à pousser plus, mais je pense pas qu'il y ait de réseautage hypocrite, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que surtout, en fait, c'est juste toi et ton énergie, où est-ce que tu te situes dans la pièce. Quand t'arrives dans une répète, si t'arrives en soufflant en mode 8h du matin, je suis défoncée, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, ta journée, puis t'as emmené 5 personnes avec toi, les 5 personnes qui t'ont croisé, tu les as emmenées avec toi, donc ça fait partie de ce truc, tu vois. Ouais. C'est trop dur, hein, parce qu'on le sait, hein, on est tous arrivés en répète en mode non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire tout de suite, mais allons-y, en fait, on n'a pas le choix. Et puis quand on arrive en répète, on est une équipe. Donc on est une équipe. On essaie de se tirer un peu vers le haut. Moi, je sais que c'était un truc sur lequel j'ai dû travailler toute ma vie, toute ma carrière. J'ai une énergie j'emmène tout le monde avec moi, c'est horrible. Genre, si je suis en dépression, mais assurez-vous que vous allez être avec moi. C'est mort. Mais c'est mort, je pars pas seule, en fait. Mais c'est vrai que j'ai dû bosser là-dessus, parce que ça m'est arrivé d'arriver en mode non, mais j'ai la flemme, j'ai pas envie. Et en fait, ça, c'est carnage. Et j'ai appris, tu vois. Oui, bien sûr. Maintenant, je le fais plus. J'arrive et je me mets une déterre dehors. Je me dis, j'ai pas envie d'être là, mais vas-y. Et j'arrive et c'est bon, j'ai remonté mon énergie, on y arrive. C'est beaucoup aussi le mental. Que du mental. Qu'est-ce que t'aimerais voir évoluer, toi, dans le monde de la danse ? Dans les auditions, dans les conditions de travail, dans la reconnaissance artistique ? Le respect. Je pense que tu peux le dire un peu plus fort. Le respect. Le respect, s'il vous plaît. J'aimerais que ça évolue. J'aimerais qu'on arrête de prendre les danseurs pour des animaux ou des robots. Je dirais plutôt des robots.
parce que je trouve qu'il y a dans les castings, dans les jobs, dans tout, on a tendance à traiter le danseur comme un robot parce qu'il l'est au fond de lui. Il y a un espèce de truc incroyable chez le danseur de résilience et d'acceptation qui est de l'ordre d'une intelligence artificielle presque, mais ce n'est pas normal. En fait, c'est pas normal d'appeler un casting ouvert à 800 personnes pour n'en garder qu'une à la fin. Pour moi, ça, c'est pas normal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu cherches une personne, tu me fais une présélection, tu fais ce que tu veux, t'engages une prod pour chercher quelqu'un, mais tu ne fais pas déplacer sur une journée entière 800 personnes pour prendre une seule personne, en disant parfaitement, en disant tout ton casting, on cherche des danseurs. Non, tu mens. Donc ça, j'aimerais... T'es venu pour faire pour te faire mousser, pour moi. T'es venu pour ton ego, et je suis ravie de l'avoir nourri pendant une demi-journée, mais... moi, tu m'as défoncé le mien. Donc, je trouve que la balance, elle est mauvaise. Donc, ça passe de là. Et dans les jobs, ça passe aussi du respect de la façon dont on se parle, la façon dont on se touche aussi. Parce que, tu vois, prendre quelqu'un pour le déplacer d'un point A à un point B, ça n'existe pas. Enfin, je suis pas un élève de 3 ans et demi. Donc, tu peux me dire, tu peux déplacer... Faire plein de petits exemples comme ça qui ont traversé ma carrière, qui ont eu tendance à vraiment me dire, mais... pardon, c'est quoi ce... Et avec du recul, je me dis vraiment, c'était ça l'histoire de me prendre la main pour me déplacer, ou tu sais, de me prendre le corps comme ça. Mais ne me prends pas le corps, je peux aller à droite toute seule. Tu vois, une loge, avec de l'eau à disposition. Des petites choses comme ça. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes, quand elles accèdent à un certain niveau, alors je parle au-dessus, mais en vrai, il y a personne qui est au-dessus, tu vois, je pense qu'on est tous au même niveau, mais ce que j'entends par là, c'est que parfois, il y a un peu... l'ego qui arrive, et donc du coup il y a des choses que les gens se permettent de faire alors qu'ils devraient pas le faire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je pense que c'est oui, je vois ce que tu veux dire. Pas un bon quand tu sais pas manager une équipe, tu vois. Oui, où t'as une prise de confiance complètement surréaliste, ou parce que moi, que tu fasses ça ou que tu viennes me dire ok Fleur, j'ai un plan, c'est naze. Tu vas avoir des conditions pourries, le salaire il est pas fou, mais en fait j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'une équipe solide, j'ai besoin d'aide parce que c'est mon premier plan ou parce que c'est un plan important pour moi. Moi je veux bien mais tout entendre. Enfin oui, je vais partager ma loge avec 800 techos, oui je vais pas avoir d'eau pendant... Je veux bien tout entendre si tu sais que ce que tu fais c'est pas normal et que tu me le dis et que tu me dis Fleur, tu peux me dire non, mais voilà les conditions. Mais me dire, c'est super, tu vas voir, ça va être un super job, et me faire travailler de 10h à 23h sans pause avec une bouteille d'eau de 50 centilitres de cristalline à côté de moi. Cristalline, si vous souhaitez sponsoriser cet épisode, envoyez-nous des bouteilles d'1 litre. Mais tu vois, c'est pas ok, tu vois. Et c'est juste le respect en règle générale dans sa façon de parler, dans son énergie, dans ce que tu donnes à tes danseurs artistes, en fait, à tes artistes, tu vois. Complètement. Je suis assez d'accord avec toi, et en vrai, je trouve ça triste et bien en même temps qu'on en parle, tu vois. Mais quand je dis je trouve ça triste qu'on en parle, c'est que je me dis on est encore en 2025 à en parler, tu vois. Et c'est là où je trouve ça triste. Et en même temps, j'ai l'impression que plus on en parle de manière correcte, bienveillante, en posant bien ses mots, plus on est écouté aussi, tu vois. Je vois qu'il y a des choses qui évoluent, et tant mieux. Bien sûr. Et heureusement, il faut le dire. Moi, je suis la première à dire quand c'est bien, parce que c'est important de le dire. Complètement. Parce qu'on râle beaucoup, on le sait, mais... ou pas, d'ailleurs, je pense que si on râle, c'est pour les bonnes choses, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est bien aussi de dire quand c'est bien, quand il y a du respect, quand tu reçois un mail avec un nom, quand tu reçois un appel ou quoi que ce soit, c'est important. Mais c'est la nouvelle génération aussi qui va apporter ça. Et c'est ça qui est trop bien. Enfin, je le vois avec les gens qui sont de ma génération et qui sont passés de l'autre côté du décor. En fait, je vois leur façon de bosser. C'est plus la même. Je vois qu'il y a un truc qui a changé, je vois que déjà on est beaucoup plus chill, on n'est pas en train de sauver des vies, donc on va pouvoir discuter, etc. Je sens qu'il y a un truc qui a un peu changé, positif. Donc c'est même cool. Au niveau de la blessure, ça me fait une super transition pour revenir sur le corps, le mental et la santé. Waouh. Même au niveau des blessures, tu sais, avant c'était un peu t'y vas, tu lâches pas, t'as une entorse. Au stade 1, en une journée, elle est passée au stade 4 parce que t'as pas lâché. Et que maintenant, je trouve qu'il y a plus d'écoute aussi parce qu'il y a plus de recul sur il y a 25 ans, quand on te disait qu'il fallait sauter sur les genoux sans genouillère, c'était normal. Non. Du coup, 25 ans après, tu te rends compte que t'as de l'arthrose. Et que t'as perdu ta rotule, en fait. Mais t'as une prothèse. Ouais, complètement. Mais
c'est cool parce que sur ça aussi, il y a de l'écoute et ça fait du bien. Et toi, comment, pendant ta carrière, t'as pris soin de ton corps, de ta santé mentale aussi, pour durer dans ce métier qui est exigeant, parce que c'est une forme d'exigence. Quand je parle de prendre soin de son corps, je mets un bémol là-dessus, je parle pas que de l'aspect esthétique. Oui. Je parle aussi l'intérieur, physique, ouais. physiologique. Alors déjà, ostéo sur une carte de fidélité, pas mal de kiné et des vacances. Du repos, enfin vraiment des vraies vacances, pas des vacances, je reste chez moi, des vraies vacances. Une psychothérapie obligatoire et je vais un peu insister sur les vacances, ouais, des jours off, du non, en fait, du dire non. Je vais dire non, je vais pas faire ça parce qu'en fait, là, j'ai pas arrêté de travailler pendant 2 mois, par exemple, je dis n'importe quoi. Il me faut au moins une semaine parce que enchaîner, oui, ça fait du bien au portefeuille. C'est un luxe de pouvoir se dire non de temps en temps et c'est pas une possibilité à chaque fois de dire non parce que c'est de l'argent et c'est le nerf de la guerre. Mais ouais, du temps pour soi, pour soi. Genre pas aller boire un café avec une copine, pas aller au resto avec des copains, oui, évidemment, mais du temps pour soi. Donc je dis psychothérapie parce que ça, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour s'occuper de soi. Kiné parce que c'est du temps pour s'occuper de soi. Un massage du visage, c'est du temps, ou un soin du visage, c'est du temps pour s'occuper de soi. Aller chez le coiffeur. En fait, c'est bête, mais c'est des petites choses qui ne t'appartiennent qu'à toi. Et c'est important. Je suis d'accord. Encore plus quand on est dans un milieu où je trouve on nous a fait un peu croire que la carrière était courte et en vrai non. Pas et donc tout. on est un peu à la course aussi au travail et en vrai quand je vois moi, maintenant qu'il y a des danseuses qui ont 40 ans qui bossent encore, je me dis bien sûr, trop bien. Puis si elles ont plus envie de danser, elles danseront plus, elles feront milliard d'autres trucs derrière. Mais ça fait partie aussi du mindset qu'on t'a donné à la naissance au package danseuse. Mais il y a que à l'Opéra de Paris où elles sont à la retraite à 40 ans. Hein. Dans le reste du monde, elles sont pas à la retraite à 40 ans, elles continuent, elles bossent et parce que malheureusement on n'a pas de retraite à 40 ans, tu vois, en tant que danseur. Mais il y a aussi 1 milliard d'autres choses, de reconversion, de possibilités derrière, ça c'est certain. Complètement. On en parlait tout à l'heure avec les jobs aussi et les métiers qu'on peut créer. Est-ce que ton mental il a évolué avec l'expérience ? Est-ce que tu te sens plus solide aujourd'hui ? Je pense que la réponse elle est oui. Oui. Mais j'aime ça, enfin, je suis trop contente. J'ai toujours été relativement solide, mais là, ouais. Là, faut y aller pour me bolos. Et comment tu gères le stress et la pression avant de monter sur scène ? Je pense que le stress, il n'est pas le même quand on est dans une zone de confort que quand on découvre la scène d'une autre manière. Je prends un exemple bête, mais quand on enchaîne les jobs de danseuse, bon, on a l'habitude de monter sur scène en tant que danseuse. Mais quand on passe comédienne ou chanteuse, ouais, comment ça se passe ? C'est un peu le saut vers l'inconnu, c'est une façon de se rechallenger, de remettre un petit niveau, genre ok, on remet les compteurs à 0, on recommence un peu au début et c'est cool, c'est charmé. Moi je gère très mal mon stress parce que déjà je dors pas la veille, mais après le jour J c'est bon, mais la veille j'ai une nausée, migraine, la totale. Surtout tous les jobs ou que quand c'est nouveau ? Que quand c'est nouveau. Ok. Que quand c'est nouveau. Là non, que quand c'est nouveau. Mais c'est arrivé, c'est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus. Je fais un atelier et en fait c'est la première fois que je vais faire mon atelier pour des gens, c'est en particulier, c'est en privé. Pas dormi de la nuit, genre mais ça va être nul ce que tu m'as proposé, ils vont tous dire que ça a chier. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'était super, mais tu vois c'est le petit syndrome de l'imposteur. Complètement, mon allié, mon coloc, mais en même temps, est-ce que c'est pas trop cool un peu que parfois il soit là parce que comme tu dis, ça permet aussi de garder un peu les pieds sur terre. Ça te ramène tout et de vouloir bien faire. C'est charmé. Moi, ma devise c'est fake it until you get it, donc c'est aussi la personne mon syndrome, c'est aussi la personne qui me ramène un peu. Ok Fleur, tranquille, reconcentre-toi. Voilà. Maintenant, je l'utilise plus comme ça, genre, concentre-toi, recommence ta base, pourquoi t'as commencé, pourquoi est-ce que tu fais ça et où est-ce que tu vas. Yes. Je reste un peu sur le
le corps, du coup, et aussi la santé mentale et ta vision du corps dans la société depuis que tu es maman, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est, je parlerais même de l'image en règle générale, où le corps en tant que danseuse, c'est important. Ouais. Alors pour moi, à tort et à travers, tu vois. Comment t'as vécu, toi, justement, ta grossesse en tant que danseuse, en tant qu'artiste, en tant que femme, tu vois, juste de voir le corps qui change, parce que c'est trop cool aussi, tu vois, de dire, putain, je suis en train de créer la vie. J'ai créé des organes, en fait. Ouais. Donc, de quoi vous me parlez, déjà? Voilà. J'ai créé des ongles de main. J'ai créé des rotules. J'ai fait des rotules que j'ai perdu moi, mais regardez, j'en ai créé 2. Non, en réalité, j'avais déjà quitté la scène depuis 2 ans. Et j'avais déjà eu une énorme relâche mentale sur mon corps. Où, du coup, je me regardais plus... parce que le crédit c'est encore particulier, j'étais nue, donc tu te regardes nue, tu vois tout, sous toutes les coutures, bon, mais donc j'avais déjà quitté ce truc, j'étais déjà chill avec mon corps, et j'ai adoré être enceinte, mais vraiment, genre j'ai pas, moi les 5 premiers mois quand t'es enceinte de ton premier enfant, tu ressembles juste à une raclette mal digérée, mais après t'es un peu genre ok, j'ai un ventre bien tendu et tout, c'est trop bien, donc j'ai adoré être enceinte. Le après, il est hardcore. Parce que là, t'es vide et grosse. C'est difficile. Moi, je me suis sentie pas bien, pas tout de suite, mais genre 3 mois plus tard. Je me suis dit, comment ça revient pas tout seul à la nature. Enfin, ce que c'était avant, j'ai pas compris. Mais ça, c'est... En fait, ça appartient tellement... C'est tellement différent sur chaque femme. Moi, j'ai pas non plus poussé le sport parce que j'étais seule à garder ma fille pendant 5 mois. Donc, en fait... Enfin, il y avait son père, mais tu vois, la journée, j'étais solo. En fait, t'as d'autres j'ai d'autres priorités. Ouais. Et en fait, je kiffais trop être avec mon bébé. Je kiffais trop mon corps. Tant pis. En fait, tant pis. Mon corps, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est pas du tout ce qu'il était à 25 ans, mais il est pas non plus ce qu'il était à 15 ans. Et il sera pas non plus ce qu'il a à 40 ans. Donc, je m'en fiche un peu. Mais il est tout aussi beau. Mais il est tout aussi ok. Enfin, en fait, il marche très bien. Moi, il me plaît. S'il me plaît pas, je sais quoi faire. Je retourne au sport, je refais des activités physiques, je remange correctement et ce sera réglé. C'est tes choix en fait. Mais bon, c'est accepté aussi. Ouais, bien sûr. Le rapport au corps, il va changer toute ta vie de femme. C'est quand même ce qui est changé. Et dans la vie d'un homme aussi d'ailleurs. Je fais pas trop de différence parce que... Enfin, je fais une énorme différence entre les hommes et les femmes bien entendu, mais... Dans la vie d'un être humain, tu passes par des phases qui sont tellement différentes, un mindset qui est tellement différent. Aller au sport, c'est une discipline, c'est difficile, c'est s'accorder 5 fois dans la semaine ou 4 fois dans la semaine, peu importe le temps d'y aller. Bah, parfois, t'as d'autres priorités et tu dois vivre avec ton corps dans tous les cas et tu peux pas le poser sur le côté, en prendre un autre. Donc, c'est tes priorités, c'est ta maison et c'est ce que t'as envie d'en faire, tu vois. Et si ta maison, elle est un peu en bazar... Bah, c'est pas grave, tu laisses un peu en bazar et puis quand tu sortiras de tout ça, bah, tu l'arrangeras. Complètement. Est-ce que tu dansais, enfin, pas professionnellement et sur scène, mais est-ce que chez toi ou même en soirée, tu dansais en étant enceinte? Et est-ce que tu sentais qu'il y avait des choses qui se passaient différemment dans ton rapport au mouvement et dans ton corps? Le centre, l'équilibre, tu vois, tout ça? J'ai beaucoup fait la fête enceinte. Beaucoup fait la fête, alors que je fais pas du tout la fête. Mais en fait, j'étais tellement contente avec mon corps. Et c'était le printemps-été, donc en fait, j'étais en crop top en permanence, le ventre à l'air, enfin, c'était trop chouette, quoi. Et j'ai beaucoup fait la fête, donc j'ai beaucoup écouté de musique forte, et j'ai dansé. Je suis allée à Cannes, et je me souviens, j'ai fait des soirées jusqu'à 4h30 du matin, et c'était trop bien, parce que on était en soirée, donc on était avec de la musique forte, et je vois maintenant ma fille, dès que je mets de la musique. Je ne sais pas si c'est lié ou si c'est tous les bébés qui font ça, mais non, parce que c'est mon bébé. Et que j'ai dansé jusqu'à 4h du matin. C'est ça, en fait, je lui ai complètement inculqué la musique. Mais en fait, dès que je mets un peu de son, elle cherche l'enceinte, elle bouge, mais depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est toute bébé. Et j'ai pas dansé enceinte, à proprement parler. J'ai pas fait de choré ou j'ai pas bossé. Pas pris des cours de danse. Pas pris de cours de danse et tout. Mais j'ai fait des shootings, j'ai beaucoup bossé pendant ma grossesse. Enfin, j'ai bossé sur la fin de ma grossesse pas mal. Et le mouvement du corps, les pauses, les trucs comme ça, c'était marrant parce que forcément ton corps change, tes hanches elles doublent de volume, tes jambes aussi. Enfin, il y a tout un truc esthétique qui change. Mais franchement, comme tu portes un bébé que tu veux,
c'est trop bien. Tu t'attendais à ce qu'il y ait des surprises, des forces nouvelles, des fragilités, ou il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout? Ah, tu peux pas t'attendre au postpartum, ça c'est certain. Tu peux pas non, c'est incomparable. Et t'es pas du tout encadré pour qu'on t'en parle, tu sais pas du tout ce que c'est, tu pleures, t'as aucune idée de pourquoi. Enfin, c'est complètement lunaire, ce truc. Et puis ça dure 3 ans, le postpartum. Donc c'est très long. Et là, tu te sens comment? Là, ça va. Là, ça va, mais j'ai des jours ou des semaines où ça va pas, tu vois. Mais comme n'importe quelle femme, genre avant mes règles, pendant mon ovulation, je dis oui à tout parce que c'est trop bien, la vie est trop belle. Et puis en fait, le jour J et pendant les règles, t'es là, pas du tout. Pourquoi je dis qui va? C'est pas du tout le moment de faire ça, mais c'est comme ça. Ouais. Ça fait partie du package féminin adorable qu'on apprécie et que j'apprends aussi à aimer, tu vois. Bien sûr. Je pense que on vit avec, tu vois. C'est insurmontable parce que c'est plus fort que nous, donc. Il faut apprendre à être OK avec ça, quoi. Bien sûr. Tu découvres, quoi. Comme un nouveau-né, comme un bébé. Comme un bébé, t'apprends tout. Puis même ton rapport avec les autres, tu vois. Tes priorités changent, ta vision, elle change aussi. L'étau se resserre sur tes amis, sur ta famille, sur ce que tu veux à l'intérieur de ta vie, sur ce que tu veux donner à ta progéniture, etc. Tu vois. Bah justement, je voulais aborder cette question. Je voulais aborder cette question-là aussi. Si un jour ton enfant, ta fille, elle veut danser, quel genre de relation t'aimerais qu'elle ait avec cet art? Aucune. Non, je rigole. Aucune. Allez, fin de la question. Merci. Question suivante. Question suivante, s'il vous plaît. Non, écoute, j'aimerais qu'elle fasse de la danse parce que ça développe plein de choses qui sont quand même super, tu vois. La dextérité, l'engagement corporel, la posture physique, la mémoire. Mais... évidemment que je la soutiendrai à 1000% si elle a envie d'en faire son métier, mais je t'en supplie, choisis autre chose. Est-ce que tu veux, mais pas ça. Sinon, tu vas comprendre les angoisses que ta mère avait. Ouais, franchement, je vais te passer suffisamment de trauma sans faire exprès. J'ai pas besoin de te rajouter celui-là en plus. Mais par contre, du coup, là où je me dis, ok, si vraiment elle veut faire ça, moi, j'ai plein de clés pour l'armer. Ouais. Et pour pas qu'elle y aille tête baissée avec des idées qui sont fausses ou qui sont... pas correcte, je dirais plus un peu erronée, mais si elle peut choisir autre chose, qu'elle choisisse autre chose. Voilà. Mais je veux qu'elle fasse un métier artistique. Parce que s'il te plaît, mon cœur. Mais si elle veut choisir un métier artistique, par contre, c'est trop bien. Oui. Mais si elle veut faire de l'artistique mais que ce soit du théâtre, parce que pour la mémoire aussi, le théâtre, c'est fabuleux d'apprendre des textes. Tu finis, au début, tu galères à en apprendre un, et puis après, à la fin, tu peux en apprendre, au bout d'une semaine, tu peux en prendre 4 en un jour. Ça, c'est trop bien. Avec des animaux, donc le cheval, peu importe. Il y a plein de trucs pour développer son énergie, son mindset, son corps, etc. Donc, il n'y a pas que la danse. Mais évidemment, t'apprends quand même vraiment beaucoup de choses avec la danse. Complètement. Mais c'est un peu perso. Voilà. Ouais. C'est un peu perso, la danse. C'est un peu tourné vers soi-même, quand même. Très peu vers l'autre, malheureusement. En tout cas, au début. Au début, ouais. Sauf quand t'es sur scène. Exactement. Il n'y a que ce moment-là. Ouais. Et encore. Et encore. Si tu dois être très honnête, mais ouais, est-ce que vraiment? Bah, en vrai... Tu penses au public en numéro? Franchement, à la fin, quand le spectacle se termine et que tu reçois ce que le public a reçu pendant 1 heure, tu te dis ok, waouh. Ouais, mais tu l'as pas conscientisé. Mais t'as pas conscientisé au début quand tu fais ton porté à l'ouverture ou ta pause, tu captes pas. Mais en même temps, moi, je crois que ce qui me plaît aussi dans le fait d'être sur scène, c'est de me dire je crée de l'émotion. Tu vois, on parlait d'histoire, mais soit tu permets aux gens d'oublier un peu leur tracas du quotidien, soit tu les remets face à des émotions, parce que quand tu vas avoir quelque chose de triste, bah, ça te remet peut-être face à tes émotions, et en même temps, peu importe ce que tu vas transmettre sur scène, tu sauras jamais comment c'est perçu, aussi. Mais y a ce truc de, oui, je le fais aussi pour moi, mais je suis heureuse de savoir que à la fin d'un spectacle, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, je sais pas, ça m'a redonné envie d'aller danser, ou j'ai ressenti ça et ça m'a plu. Ça, c'est cool aussi, tu vois. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre pour soi et les autres. Après, oui, c'est sûr que quand tu passes un casting, c'est toi et toi-même. Enfin, tu vois. Puis encore, tu le fais pour. Enfin, moi, je sais, et dis-moi si c'est pareil pour toi, mais je sais que quand on passe un casting, que ce soit dans la danse ou pour autre chose, mais quand tu passes un casting, tu le fais pour l'envie d'avoir le job, tu le fais pour impressionner, tu le fais pour ton ego, parce que si t'es prise, ton ego, il prend 150 000 points d'un coup.
Mais est-ce que tu le fais à chaque fois pour toi quand même ? Je sais pas. Tu vois. Moi, je sais que petit bilan de fin d'année scolaire, tu le fais pas forcément toujours pour toi. Tu le fais parce que... Tu te challenges aussi des fois. Tu te challenges, oui. Tu te dis que, ok, vas-y, mets-toi un peu un coup de pied aux fesses parce que ce job, tu le veux parce qu'il te plaît. Mais c'est dur, tu vois. Et des fois, tu vas passer des castings. Et enfin, moi, perso, des fois, je vais passer des castings et je me dis pas que ce job, je vais l'avoir, tu vois. Juste, je me dis, ok, il y a ça comme... Il faut faire là dans du champ de la comédie. Ok, challenge. Complètement. Mais ça, c'est chambé. Mais c'est chambé de le prendre comme ça. Exactement. Moi, je te rejoins. Je prenais des castings parfois en cours. Moi, en cours open, genre bon, bah, c'est un cours gratos, allez let's go, parce que peu importe la décision finale, si c'est pas moi, c'est pas parce que c'était pas moi, enfin tu vois, c'est pas parce que je suis nulle et qu'il faut que j'arrête la danse à tout jamais, c'est parce que elle était meilleure ce jour-là, parce qu'il cherchait une blonde, parce qu'il cherchait une noire, parce qu'il cherchait, que sais-je, 1m70, 1m60, tu vois, il y a 50 000 paramètres qui font que ce sera pas toi, mais c'est pas toi. Le problème, exactement. Je reviens avec la maternité. Comment t'organises aujourd'hui comment dire, l'exigence d'une carrière artistique, parce que même si t'es plus trop dans la danse, t'es quand même dans le chant, dans la comédie, t'es dans l'art, dans diverses formes d'art, et la maternité. Comment tu t'organises avec tout ça ? Il faut écrire au jour le jour. Il faut pas se mettre de coups de pression. Mais ça, je le pense avec ou sans maternité d'ailleurs. Ça sert à rien de prendre un papier. Moi, je sais que j'écris beaucoup les objectifs, manifestation. Donc, j'écris beaucoup, mais j'écris rien, entre guillemets. Si, c'est écrit sur mon frigo, je serai millionnaire. C'est écrit sur mon frigo, je ferai ci. Bien sûr, ça, il n'y a pas de sujet, mais j'écris rien qui va se passer dans 4 ans, 5 ans. J'écris les choses qui vont se passer la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois max, en fait. Et toutes ces choses-là, c'est beaucoup moins oppressant que si je me dis ok, en juin il faut que j'ai fait tout ça, en juillet il faut que j'ai fait tout ça, en septembre il va falloir que je fasse tout ça. Je le fais semaine par semaine, mois par mois. Quand t'as un être vivant à côté de toi qui te demande aussi énormément d'énergie, t'as pas le choix en fait. Et il y a beaucoup de... Si elle tombe malade, bah t'es obligé d'annuler un truc, enfin tu vois. Donc presque au jour le jour. Et moi qui ai souvent la sensation de me sentir dépassée ou... Je déteste ça en fait. Genre je suis débordée, je déteste cette sensation, j'aime pas ça, j'aime pas dire que je suis débordée, ça c'est rien de valorisant d'être noyée sous du taf, enfin, être noyée ça n'a rien de valorisant, se noyer c'est mal, enfin, c'est la mort quoi. Donc me dire que je suis noyée de taf, ça ne m'intéresse pas. Par contre me dire que je travaille et que tout est posé et que je sais où est-ce que je vais, ça c'est chambé. Donc je manage plutôt dans ce sens-là, semaine par semaine. Tu vois, là, je développe mes ateliers, je voudrais développer un truc plutôt haut de gamme, donc du coup, je vais chercher des marques en partenariat pour pouvoir proposer vraiment un produit complet, mais ça prend du temps. Et moi, je suis pas du tout partisane de la fast life, je suis une milléniale, je suis pas de la Gen Z, c'est peut-être mon problème, mais je suis pas partisane de la fast life, j'aime prendre mon temps, j'aime que les choses soient bien faites, et en fait, ça passe tellement vite, et les gens oublient tellement vite, que je préfère prendre mon temps, faire mes choses comme j'ai envie qu'elles soient faites, et après... je donne un produit qui me plaît à 100%. Complètement. Je rebondis sur ce que tu disais où tu t'as pas envie de te fixer des objectifs dans 1 an ou dans 4 ans, quoi que ce soit, mais tu sais un peu quand même, de par la visualisation, la manifestation, où tu veux être dans 1 an et dans 4 ans, tu vois, minimum. Mais c'est marrant. Chemin. C'est marrant parce que je le visualise bien sur ma vie personnelle, plus que sur ma vie professionnelle. Parce que ma vie professionnelle n'a jamais été ce que j'avais écrit. J'ai jamais prédit que je finirais au Crazy, parce que je connaissais pas le Crazy. J'ai jamais dit que je ferais de la musique. J'ai jamais dit que je ferais de la comédie. En fait, comme je l'ai jamais cherché, mais que j'ai tout laissé ouvert pour que ça rentre, je le visualise plus. Et par contre, j'ai dit que je serais mariée à 30 ans et que j'aurais un bébé à 32. Enfin, c'est nimp. Mais ça, je me l'étais dit. Et que je rencontrais ma personne à 25 ans. Ça, je l'ai dit depuis que j'ai, je pense, 12 ans. Et je l'ai écrit dans un journal intime que j'avais retrouvé à l'époque. J'ai des frissons. Je te promets, je l'avais dit et je l'avais écrit et je l'ai écrit dans un journal d'idole, d'accord. Ça revient à la mode. Et il est d'ailleurs, et il est encore chez mes parents et c'est marqué à l'intérieur que j'aurai un bébé à 32, que je serai mariée à 30 et que je rencontrerai ma personne à 25. Et je te dis ça alors que j'étais en train de manger mes crottes de nez, tu vois, il y a un délire où c'est absurde. Mais du coup, je crois vachement plus en la visualisation et en la manifestation de ma vie personnelle que celle de ma vie professionnelle. Mais l'univers n'aime pas le vide. Donc si c'est vide chez toi, tout va se remplir. Complètement. Et est-ce que le fait d'être sûr de manifester sur ta vie personnelle, ça te permet, en tout cas que l'univers ait répondu à tes demandes,
c'est pas ça aussi qui vient genre créer une espèce de stabilité et un socle solide. Complètement. Et donc du coup, tout ce qui va être au niveau de la carrière, ça va venir. Je peux laisser ouvert, de toute façon, je me laisse balancer parce que si ton intuition est bonne, tu vas au bon endroit. Tout est écrit. Ouais. Alors, attention, par exemple, dans la conversation mystique. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'adore aussi. Mais tout est écrit. Rien n'arrive par hasard. Tous les choix que tu prends, tu penses les avoir pris tout seul. Tu n'as rien pris tout seul. Tout était écrit. Si tu as décidé A et que c'était pas B, même si tu adores B, c'est que c'était A. Et c'est comme ça. Maintenant, la vie personnelle, ce que tu es, et je te parle pas forcément de ton couple, de ce qui se passe autour, mais ce que tu es toi, si tu visualises exactement et si tu sais où est-ce que tu vas dans ta vie personnelle, qui est le premier palier de ton bonheur et de ton accomplissement, tout ce qui va être en dessous va juste couler. Et vraiment, j'insiste, mais l'univers n'aime pas le vide, et quand tu t'es rempli de choses, tu vois, tu les connais, ces périodes où genre, il y a pas de taf, ça m'angoisse, je suis pas bien, et il y a pas de taf. Parce que t'es angoissé, parce que tu cherches, parce que machin. Et le jour où tu lâches, tu dis, bon, bah vas-y, je vais booker des vacances. T'es assuré que pendant tes vacances que tu as lâché, tu vas recevoir des appels. Fleur, il s'est passé ça pour moi il y a 2 semaines. C'est comme ça. Une annonce d'audition. C'est comme ça. Le jour de... Et ça faisait 1 an et demi que j'ai pas pris de vacances. Voilà. Bah, j'ai décalé mes billets, évidemment, tu vois. C'est là que tu te dis, ok. En fait, c'est toujours comme ça. Ouais. Tu lâches quelque chose, tu lâches vraiment une chose précise, donc t'as couru derrière des castings, t'as couru derrière du job, et en fait t'es fatigué, bah c'est quoi, je vais prendre des vacances, je te mets ma main coupée, et ne mentez pas, je sais que ça vous est tous arrivé. Bien sûr. Et c'est horrible, parce que t'es là, mais j'adorerais aller à Punta Cana en fait, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça, après c'est tes choix, soit tu décides de dire bah vas-y je vais quand même à Punta Cana parce que j'ai besoin de vacances, c'est parce qu'en fait j'ai passé 1 an à trimer et à me fatiguer, donc j'ai besoin de ces vacances, soit tu te dis bah c'est quoi, je peux le repousser, je prends ce job. Mais c'est comme ça, c'est la règle de l'univers. Et puis souvent, ce que les gens peut-être qui sont pas dans le milieu savent pas, mais que quand il y a un casting qui tombe, je sais pas moi, en mai, c'est pas pour te faire bosser. Bon, si ça peut l'être pour le mois d'après, mais c'est quand même assez rare, c'est souvent pour la fin d'année. Et donc ça peut attendre. Donc tu dis bon ben il y a ça aussi, ce truc de fin d'année, j'ai pas de travail, donc ce casting est-ce qu'il faut pas aussi que j'aille le passer pour me donner la chance d'avoir du travail en fin d'année ou pas, enfin tu vois, c'est les choix de chacun. C'est tes choix, et il y a pas de mauvais choix, enfin il y a pas de, je te dis, tout ce que tu décides t'appartient, et il y aura une mais à partir du moment où c'est fait avec bienveillance et j'ai envie de dire bonté, mais c'est bon en fait, tout sera positif. Je reviens un peu sur les choix. Quelles ont été les plus grandes difficultés ou remises en question dans ton parcours ? Arrêter la danse, gros choix de vie, de carrière, d'identité, parce que du coup tout le monde me connaissait, attention, les gens qui me connaissent me connaissent par la danse et par ce que j'ai fait en danse, et c'est difficile de voir quelqu'un différemment, donc moi j'ai coupé avec la danse. J'ai fait plein d'erreurs, enfin j'ai fait plein de choix, j'ai eu plein de croyances que j'aurais dû un peu lâcher, mais j'ai coupé la danse, donc ça a été un choix difficile, mais un choix mûrement réfléchi, parce que j'avais la sensation d'être arrivée au bout de quelque chose. Quand plus rien t'excite, il faut passer à autre chose. Et là, je trouvais plus rien d'excitant dans la danse, en tout cas dans ce qu'on me proposait à ce moment-là. La musique, j'ai commencé à écrire, ça a été un exutoire, ça a été quelque chose de positif, de rencontre, de nouveaux milieux, de découverte, d'apprendre. J'avais pas appris quelque chose depuis des années. Enfin, c'est surréaliste en fait. J'avais pas appris un nouveau skills depuis, depuis toute ma vie entière, parce que à part la danse, je connaissais rien d'autre, tu vois. Donc j'avais rien appris d'autre. Et en fait, quand j'ai capté que j'apprenais un nouveau truc, j'étais là, waouh, Fleur, t'as 28 ans, enfin c'est nimp en fait d'apprendre un truc à 28 ans, c'est chambé, parce que ton cerveau il marche différemment, il apprend différemment, c'est trop bien. Et après la comédie, moi c'était une expérience trop bien, c'était pas du pur hasard parce que j'ai passé un casting et que ça l'a fait, tu vois, mais c'était une expérience super, c'est pas du live donc c'est particulier, genre tu recommences, l'émotion c'est bizarre, enfin tu sais, tu recommences la prise 5 fois balance, qu'il y a Michel qui est passé trop tôt, enfin José qui est, bon c'est particulier, mais c'est très cool aussi, mais c'est pareil, je laisse ouvert. Je laisse tout ouvert. T'as raison. Venez si vous avez envie, moi je viens et je provoque aussi, tu vois, je provoque aussi le destin pour que ça aille dans mon sens, tu vois. Il faut, tu vois, tout à l'heure tu dis la chance, mais t'as quand même été à un casting et t'as quand même posé tes textes, tu vois. Il y a peut-être des prédispositions, mais en tout cas après c'est toi et toi-même aussi. La chance, et là où elle est rentrée en jeu pour ce truc, c'est que j'avais plus de nouvelles de ce casting pendant hyper longtemps. Je vais au resto manger avec ma pote
un soir, et le réal est assis à côté de moi, et je suis dans un restaurant où il y a des miroirs en face de nous. Donc le réal est à côté de moi, et moi je mange, je suis en train de raconter ma life dans tous les sens, très fort, en plus je suis odieuse. Donc je venais de me couper les cheveux très courts, et le réal est à côté de moi, et en fait je sors fumer une cigarette, fumer c'est mal, j'ai arrêté d'ailleurs, et elle... ça, c'est pas un placement de produit. Et c'est pas du tout un placement de produit. Ouais. Et je sors, et en fait ma pote me dit, mais le gars à côté il arrête pas de te témoigner, il est chelou. Et je dis, bah non, enfin j'en sais rien. Il me dit, si, il te fixe, meuf, c'est chelou. Je dis, ok, je reviens dans le resto, et en fait il m'attrape le bras avant que je m'asseye. Il me dit, je suis désolée, je me présente, je m'appelle Ruben, t'as passé un casting pour moi, pour ma série. On va se revoir, t'inquiète. Genre, tes cheveux, j'adore. Terminé. Donc je l'ai revu 2 semaines plus tard, terminé, merci, au revoir, j'avais le rôle. Ça, c'est de la chance. Parce que si je l'avais pas vu dans ce restaurant-là, et que si j'avais pas décidé de me sortir ce soir-là, je l'aurais pas vu, il m'aurait zappé, il serait passé à autre chose. Des frissons. Ça, c'est la partie chance, le facteur hasard, chance. Destin, chance, ouais, un peu tout. Le facteur chance, il est là. Mais c'est être au bon endroit au bon moment, tu vois. C'est trop bien. C'est génial, j'adore ce genre d'anecdote. Bah, j'adore cette histoire aussi, je la trouve chambée. C'est ouf. C'est trop bien. Et dans les moments de doute, qu'est-ce qui t'a permis de continuer Est-ce que t'as douté déjà? Parce que peut-être que t'as pas douté. Ouais. Mais pour qui prends-tu? Je te parlais de mes crises d'angoisse il y a 3 minutes en fait. Non, bien sûr. Je suis de nature angoissée quand même, mais ce qui m'a aidée dans mes gros moments de doute, c'est mon entourage. Mes amis, ma famille, mon mari, tout ça c'est quand même... quand je dis que c'est le premier palier de ton bonheur, c'est vraiment au sens large, parce que si t'as un entourage solide qui croit en toi et qui t'emmène au top. En fait, moi j'aime, dans ma petite image, j'ai une petite montagne, et on est tous en haut de la petite montagne en train de faire la fête, parce qu'on a tous réussi, on est tous ensemble, et tout le monde s'éclabousse de bonheur et de réussite, c'est cucu, mais c'est comme ça que je l'imagine. Et ça sert à rien de briller tout seul. Il n'y a pas qu'une étoile dans le ciel, hein. Mais c'est vrai. Et donc, mes amis me poussent dans mes retranchements. Donc, quand je fais de la merde, ils sont là pour me dire que je fais de la merde. Et c'est là la valeur d'un ami. Mais ils me poussent aussi quand je suis dans le bon sens et qu'ils me disent « Non, meuf, lâche pas. En fait, là, c'est la bonne direction. Je sens que c'est bon pour toi. » Et c'est eux qui m'aident vachement tous les jours. Donc, l'entourage, je le répète, c'est important. L'entourage. Ouais. Un entourage sain, un entourage sain. Surtout, c'est dur. Hein, parfois, tu te trompes aussi, tu vois. Mais, bien sûr. Mais du coup, t'apprends aussi à faire un peu plus confiance à complètement. Ton intuition aussi. Et pas garder un espèce de truc de peur de se confier ou de peur de... Tu vois, moi, j'ai pas peur j'ai pas de secret dans la vie, donc j'ai pas peur de me confier sur un truc. On vit tous la même chose, on a tous passé par les mêmes étapes de vie, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné un jour et qui t'accompagne encore ? Ou pense à ton entourage, peut-être. Oui, bah, en fait, tu le connais très bien, c'est donc Julien Verdery. Oui, que j'ai reçu dans le podcast. Voilà. Et je vous invite à l'écouter, évidemment, cet épisode. Donc Julien Verdery, qui est mon frère, vraiment, donc ça fait plus de 15 ans ça fait 15 ans qu'on se connaît. Il me fait rire parce que lui, c'est pas vraiment... Il m'a pas vraiment dit une phrase, mais lui, il est d'une telle vérité brutale avec moi qu'en fait, je sais pas pourquoi, souvent sa voix résonne et souvent il me dit des phrases genre mais toi, mais pour qui tu te prends, ou des trucs comme ça, mais je sais que venant de lui, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui est pas bon ou quelque chose qui est bien. Et c'est ces petites voix qui me rappellent genre non Fleur, là tu vas trop loin dans ton dos, ralentis, prends ton temps, réfléchis, c'est peut-être pas la bonne direction. C'est plutôt ça qui me pousse plus qu'une phrase. Après, la phrase qu'on adore, c'est Sky's the limit. Ouais. Mais celle avec Julien, c'est n'avoue jamais tes torts. N'avoue jamais tes torts. Jamais tes torts. Okay. Si tu t'es trompé, n'avoue jamais tes torts. Continue. Okay. Avance. Ok. Bah, je ne sais pas si ça marche pour toutes les... Mais je pense que ça marche pour pas mal de choses. Tu peux retourner en arrière et dire... Alors, dans le cadre... T'as fait de mal à personne, hein, on s'entend bien. Oui. Mais ouais. Voilà. Ok, on va tous partir en introspection. Je vous invite à faire pause sur cet épisode. N'avoue jamais tes torts. Oui, mais tu verras, peut-être que j'avoue que so far so good, ça marche. Ouais, ok. Et toi, justement, si tu devais transmettre une valeur essentielle à la nouvelle génération de danseurs, et même pas, je pense, aux artistes ou même aux humains, tu vois, en règle générale, ce serait laquelle ? La manifestation.
Bilièvre, croyez en vos rêves, croivez en vos rêves, de Sylvie, croivez en vos rêves, Bilièvre. Non, c'est la manifestation et c'est surtout l'estime que tu as de toi. Ne descends pas ta valeur parce qu'on t'a fait croire que, ou si tu estimes que toi tu vaux, que ton temps vaut ça, que ce soit en matière d'argent, en matière d'énergie, en matière d'humain, ne doute jamais de ton temps. Yes. Et bienveillance. Enfin, bonne énergie surtout. Voilà, le bon attire le bon, donc bonne énergie. C'est plutôt un mindset, quoi. Genre du positif, du bienveillant, de l'énergie un peu de pure, quoi. Pas de... Ça t'emmènera nulle part. Ça fait perdre du temps et de l'énergie. À tout le monde, et toi principalement. Complètement. Voilà. Écoute, pour terminer l'épisode, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets futurs on parlait tout à l'heure de l'enseignement, du coup de la création aussi quelque part. Ouais. Est-ce que tu te dirais que tu vas vers l'entrepreneuriat ? Ouais, moi j'ai toujours aimé ça, de base. J'aime créer des nouveaux trucs. Donc là, en soi, j'ai mes ateliers donc, que je vais ouvrir à partir de début juin, pour tout le monde. Là, je l'ai fait avec des marques, mais là, je vais l'ouvrir à ma communauté, aux gens qui ont envie de prendre cet atelier. C'est des formats de 2 heures, donc c'est plutôt complet. On parle pas d'un cours de danse, on parle vraiment d'un format autour du mouvement, autour du mindset aussi, comme on se parlait, de choix, de posture, etc. Okay. Donc ça va être un atelier là-dessus. Va falloir que je remette à chanter aussi un petit peu. Justement, regardez. Ouais. Nous sommes devant... un micro, j'étais sur la création de mon album et puis elle est arrivée avec son podcast. Voilà. Non, mais je vais me remettre à écrire. Je me remets déjà à écrire. Je me suis déjà remise à écrire, pardon. Donc, pousser un peu là-dedans. Ouais. Je t'ai coupé. Dis-moi. Ta fille t'inspire ? Pas du tout. Okay. Ma fille, pour l'instant, me remplit d'amour et de joie. Mais je suis tellement dans mon tunnel de daronne nouvelle que c'est très difficile de... C'est pas tant ma fille m'inspire, c'est que ce qui en a découlé me fait réagir et penser différemment. Donc ce que je disais, se recentrer sur les valeurs simples, ton entourage et l'importance de ton entourage, ça oui, c'est aussi grâce à elle. Mais non, c'est plutôt ce que j'ai vu. J'ai été beaucoup spectatrice et j'adore être spectatrice. Donc j'ai été spectatrice pendant 1 an presque, d'un peu du monde extérieur. Je voyais les gens, et c'est trop bien parce que quand t'es enceinte, on te demande rien d'autre, presque. Ouais. Donc j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé les femmes, les hommes, dans des univers différents. J'ai beaucoup, tu vois, je suis allée au Festival de Cannes, c'était chambé, mais du coup j'ai vu un autre décor, des acteurs, des trucs comme ça, et je trouve ça trop bien. Donc oui, ça m'a inspirée. Ok. Trop bien. Voilà. Merci Fleur. Bah merci à toi, c'était trop bien. Est-ce que pour la fin de cet épisode, t'aurais un dernier mot, peu importe en rapport ou pas avec l'épisode, quelque chose que t'aimerais dire tout simplement à toi, à ton toi d'il y a 10 ans, un mot que t'aimerais laisser à ta fille, j'en sais rien, peu importe. Respire. Juste respire. Ça aide. Prends ton temps, respire. Voilà. Ok, trop bien. J'aime bien. On part en méditation. Méditation, après l'introspection, la méditation. Voilà. Une vraie psychothérapie finalement. Exactement. Mais oui, ou psychothérapie aussi. Psychothérapie. Allez voir des psys. Ouais, merci. Vraiment, parce que nous, on en a marre de payer pour vous. Donc, allez-y. On terminera sur cette jolie note. Merci Fleur pour ton temps et ton partage. Je remercie toujours les gens de la même manière, mais pour moi c'est comme tu vois, on parlait de temps tout à l'heure et de valeur, et pour moi ça a vraiment de la valeur quand quelqu'un m'accorde de son temps, parce que je sais que c'est très précieux, c'est pas illimité. Tu vas prendre énormément de temps à faire tout ça, donc merci à toi. Voilà, merci à vous aussi d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à envoyer un message à Fleur, à m'envoyer un message également, à noter le podcast 5 étoiles, à laisser des commentaires, à le partager autour de vous, et à nous dire aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe avec d'autres invités. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Merci Fleur et à bientôt. Salut. Ciao ciao.